Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter vis-à-vis du tronc commun ou du pacte d'excellence. Alors, au niveau du tronc commun, en fait, j'en ai déjà touché un petit mot, il y a quand même une grosse inquiétude, puisque le but est d'amener les compétences de base chez tous les élèves, sauf que moi, je travaille donc avec des professionnels, des élèves de qualifiants, qui sont très manuels. Dans le pacte d'excellence et dans le tronc commun, il est prévu qu'il y ait des cours de pratique, quelques heures de pratique, qu'il y ait des heures de soutien pour les élèves qui sont en difficulté, sauf que ces élèves-là n'aiment vraiment pas être en classe dans des cours généraux, dans des cours communs. Et de ce fait-là, on a vraiment peur que ça dégoûte en quelque sorte encore plus les élèves. Alors ça, c'est bien d'avoir un soutien, avoir un financement pour amener ce soutien à l'élève, sauf que ça ne changera pas le fait qu'il soit manuel Bien sûr. ou voilà. En fonction de ça, c'est une grosse inquiétude. C'est peut-être la plus grosse inquiétude par rapport au tronc commun. Merci, merci d'avoir partagé ton expérience de prof pour la première thématique liée à l'enseignement. On va passer maintenant à la culture avec ma voisine ici à gauche, Stéphanie. Donc toi, tu es employée au service du livre luxembourgeois. Oui, tu peux prendre le micro. En quoi la province, pour toi, apporte-t-elle vraiment un soutien au développement culturel ? Eh bien, donc, comme tu l'as dit, Mélissa, effectivement, je travaille pour la province de Luxembourg, je travaille pour le service du livre, et qui, je le rappelle, est un service unique en province de Luxembourg, unique en région wallonne, puisqu'il n'existe qu'ici en province et nulle part dans d'autres provinces. Alors, je pense que la province, effectivement, elle est très importante au soutien culturel, déjà vis-à-vis des communes, vis-à-vis évidemment de tous les acteurs culturels, puisqu'on regorge évidemment de richesses culturelles dans nos régions rurales, que ce soit des comités de village, que ce soit des ASBL, que ce soit des bibliothèques, des centres culturels, on a l'académie, et donc on a évidemment besoin de ce soutien culturel en région rurale pour pouvoir donner l'accès à la culture à tous, et dès le plus jeune âge, décentraliser l'accès à la culture. C'est évidemment très important. Moi, je le vis évidemment quotidiennement, puisque j'ai des enfants qui fréquentent l'académie de musique. Je suis comédienne de formation, donc j'adore évidemment aller au théâtre. Et donc, on n'a pas toujours la chance d'avoir un centre culturel dans une commune. Et donc, le soutien aux troupes de théâtre, par exemple, est évidemment très important. Et donc, c'est en ça que la province a évidemment toute son importance. C'est vis-à-vis de tous ces acteurs culturels, vis-à-vis du soutien qu'elle apporte. Et donc, je suis très fière de vivre en province de Luxembourg et de vivre dans une province qui apporte évidemment beaucoup, beaucoup de culture à tous ses habitants. Merci. Je crois que ça nous fait chaud au cœur de voir aussi des retours des travailleurs, de voir l'importance des services dans lesquels ils travaillent et surtout de voir que ça a une plus-value pour la collectivité. Tout à fait. Merci Stéphanie. Pour la troisième thématique, on va passer le micro à Quentin Denoncin. Donc toi, tu es à la fois agent provincial et indépendant complémentaire. Donc j'ai différentes questions sur lesquelles tu vas pouvoir nous apporter un éclairage important. Donc la première, c'est pourquoi as-tu décidé de devenir indépendant complémentaire ? Penses-tu que la politique aide assez les indépendants ? Et enfin, que penses-tu de la suppression des provinces ? Tout d'abord, être indépendant, j'ai souhaité me lancer comme indépendant pour entreprendre et surtout pour me retrouver avec mes études. Donc j'ai un bac en construction bois et en travaillant à la province, je n'avais pas forcément l'opportunité de travailler dans des maisons. Donc ici, en tant qu'indépendant, je pouvais et j'avais l'occasion de travailler pour un bureau d'architecture. Donc on m'a proposé il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, on m'avait proposé d'être indépendant à temps plein. Être indépendant à temps plein, ça signifiait prendre quelques risques. Et j'avais pas les bagages. J'avais un peu peur d'être indépendant et de me lancer directement à 100%. Donc j'ai été engagé à la province, au service technique à Libramont. Donc c'est aussi un service qui aide les communes. Donc on a cette opportunité de pouvoir aider les communes dans leur chantier. Concernant la deuxième question, pour ma part, en tous les cas, ce que je trouve assez dommage, quand on démarre, on n'a pas forcément une idée de ce qu'on peut gagner comme indépendant. Et donc on a cette épée au-dessus de soi. On se dit, bon, est-ce qu'on arrivera à finir le mois avec le mi-temps de la province ? Difficile. Tout à fait. Et donc
ce qu'on se rend compte aussi, c'est que quand on a émis ses premières factures, on se dit « Ah, génial, j'ai un petit peu d'argent ». Et puis, on regarde de plus près, faut déjà décompter la TVA. Puis, on décompte les quelques frais qu'on a. Donc, sur une année, en général, en tant qu'indépendant complémentaire, on peut faire une moyenne de 25 000 €. 25 000 €, après, bon, en tout cas pour ma part, je dois racheter un nouvel ordinateur plus puissant pour faire du dessin industriel, un logiciel de dessin, ça revient à 10 000 €. 10 000 €. Donc voilà, il me reste 15 000. 15 000 pour un an, et compte les 30% de taxes, ça fait 10 000. 10 000 divisé par 12, je suis en dessous du seuil de pauvreté. C'est une situation très difficile pour les indépendants qui se lancent. Tout à fait. Pour se lancer, c'est vraiment très compliqué. Donc il faut avoir déjà un petit bagage et avoir quelque chose derrière pour poursuivre. Merci. Voilà. S'il y avait autre chose par rapport aux indépendants, sinon la dernière question, c'était ton point de vue quant à la suppression des provinces. Si demain tout est décentralisé au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, quel sera le pourcentage qui va revenir à la province ? C'est une inquiétude de tout un chacun, je pense. Oui. Tout à fait. Merci beaucoup, Mélissa. Je suis ici aux côtés de Lara, qui est étudiante en droit, jeune étudiante en droit, brillante et dynamique. Et donc, j'ai envie de l'interroger sur son devenir, ses espoirs, ses craintes par rapport aux études qu'elle pratique. Peux-tu nous en dire un peu plus ? C'est vrai qu'il y a peu de temps, la justice a rendu un mécontentement public en créant une manifestation parce qu'il y a, c'est vrai, dans la justice pour le moment, un manque budgétaire qui est permanent et qui cause énormément de difficultés ici au sein de la justice belge. Alors c'est vrai que de plus en plus, nous, on a de crainte de faire de longues études pendant 5 ans minimum pour devenir avocat et puis ne pas savoir où et comment allons-nous travailler, dans quelles circonstances. De plus, c'est vrai que nous sommes dans une province qui avons des facilités à ce niveau-là parce que les dossiers sont quand même beaucoup moins lents qu'au niveau de Bruxelles où les dossiers peuvent prendre jusqu'à 3 ou 4 ans. Mais c'est certain que nous sommes dans une incertitude constante au niveau de nos études pour notre avenir professionnel. Voilà, donc si je puis résumer, vous demandez des moyens supplémentaires pour la justice. Effectivement, je crois que tout le monde peut le constater. Les justiciables sont laissés pour compte. Il faut parfois des années avant d'avoir une décision. C'est inacceptable. Dans un état de droit, on doit pouvoir être plus performant. En tout cas, on compte sur toi. Et on va travailler évidemment pour qu'on mette des moyens supplémentaires pour la justice. De l'autre côté, j'ai une spécialiste des CPS, les Centres publics d'action sociale. Que penses-tu de la difficulté de se loger aujourd'hui ? Oui, merci Philippe. Évidemment, le logement est vraiment le problème, un gros problème, non seulement dans les villes, mais également en région rurale. Les loyers, il devient pratiquement impossible pour de jeunes ménages, pour des jeunes, de se loger tellement les loyers sont chers. Alors, bon, il y a des possibilités, il y a réglementer les loyers, comme on réglemente diverses choses. Bon, c'est vrai qu'il y a une atteinte à la liberté. C'est compliqué, mais je pense aussi qu'on devrait pouvoir agir au travers des agences immobilières sociales. Nous avons la grande chance ici d'avoir 2 AIS en province qui sont extrêmement compétentes. Je pense qu'on doit leur donner plus de moyens parce que beaucoup de propriétaires, on leur reproche de ne pas mettre en location leur logement. Ils ne savent pas le donner à l'agence immobilière parce qu'ils doivent faire des travaux à l'intérieur pour pouvoir mettre leur logement en location. Donc peut-être faudrait-il trouver des formules pour réhabiliter du logement privé via les AIS, avec évidemment des contraintes pour les propriétaires de laisser pendant X années, moyennant un loyer de pacotille ou même pas de loyer du tout. Mais enfin, je pense que tout le monde serait gagnant dans ce type de win-win. Alors, je suis aussi quelqu'un qui est extrêmement favorable à la colocation, qui est malheureusement pas assez soutenu, ni par les pouvoirs subsidiants au niveau de la réhabilitation des logements par la région wallonne. Je parle des logements d'insertion et de transit et des subsides que les CPS peuvent aller chercher à ce niveau-là. Les colocations, les logements destinés à la colocation sont bien moins subsidiés que des logements individuels. Voilà, moi je suis contre. Je pense qu'il faut accepter, particulièrement pour les jeunes en difficulté, les jeunes qui veulent se lancer, voire les familles monoparentales. Il faut peut-être sacrifier un peu de sa
sa liberté individuelle pour ne pas être pauvre, justement. Donc voilà, moi, je suis même en région rurale. Tout le monde sait qu'à Paris, Bruxelles, ça se fait depuis très longtemps. Je pense qu'il faut vraiment favoriser la colocation au niveau du maintien de l'individualisation des droits, parce qu'évidemment, coloquer et perdre tous les avantages sociaux en devenant cohabitant, alors que finalement, on ne fait que partager un loyer et certaines charges. Voilà, donc là, je voudrais vraiment qu'on œuvre activement pour ça. Comment être heureux sans avoir un toit? Un besoin élémentaire. Tout à fait, merci. Donc on a parlé de la province, de la culture, de l'enseignement également, des indépendants, du droit, des CPS. Et maintenant, on va parler un petit peu de mobilité, qui est bien entendu une thématique importante en province du Luxembourg. Et nous avons avec nous Pierre Lejeune, qui est président de la CGSP Cheminot. Et donc la question qui est posée pour toi, Pierre, ce serait plutôt nous faire un peu un état de la situation de la mobilité en province et surtout, quels seraient pour toi les moyens pour améliorer cette mobilité? Oui, mais bien sûr, Mélissa. Mais pour parler de l'état de la situation de la mobilité dans la province, il faut la contextualiser dans le cadre des mesures qui ont été prises par ce gouvernement et qui ont imposé toute une série d'économies, notamment pour le chemin de fer. Il faut savoir que c'est quand même 3 milliards d'économies qui viennent d'être réalisées sur la dernière législature, qui ont imposé des choix et qui ont bien sûr eu pour conséquence une diminution des investissements et des dotations d'exploitation. Quand vous savez qu'il y a 4500 cheminots, 4500 postes de travail de cheminots qui ont été supprimés sur les 5 dernières années, ça vous donne une idée de l'ampleur des conséquences que ceci entraîne sur la qualité du service public qui doit être assuré aujourd'hui. Et donc, nous devons bien constater que ça a des répercussions ici aussi en province de Luxembourg, et plus particulièrement sans doute dans les zones rurales comme la province de Luxembourg, puisque c'est toute une série de prestations, de services qui ne peuvent plus être assurés, et que ce soit en termes de ponctualité, bien entendu, mais aussi en termes de fermeture de lignes, de prestations qui ne sont plus assurées dans des guichets, des petites gares qui sont menacées de fermeture. Et donc, ce que nous attendons pour l'avenir et pour assurer une meilleure mobilité au sein de la province et en Belgique d'une manière générale, face aux enjeux climatiques, aux enjeux environnementaux qui sont là face à nous, c'est évidemment que des moyens soient consacrés et qu'à nouveau, on puisse assurer toutes ces missions. En province de Luxembourg, je pense que c'est plus nécessaire d'avoir une complémentarité entre les différents modes de transport, de meilleure correspondance entre les différents services qui doivent être assurés. Je pense que la gare doit devenir vraiment un pôle intermodal pour les différents modes de transport et qu'il assure cette complémentarité qui est indispensable au développement du transport en province. Merci beaucoup pour ton retour également. Je vais maintenant passer la parole à Véronique, qui est habitante d'Aubange. Tu constates probablement le nombre de personnes, de travailleurs qui doivent passer la frontière pour aller travailler. Face à la problématique des embouteillages, quelles seraient pour toi les solutions à mettre en œuvre pour résoudre les embouteillages? Bien, donc merci Mélissa, je te remercie déjà de m'interpeller sur ce sujet parce que c'est très important. Donc, je viens de la commune d'Aubange, qui est une commune frontalière et qui compte dans sa population active pas moins de 66% de travailleurs frontaliers qui, qui franchissent tous les jours la frontière. Alors, on a aussi la particularité sur Attu d'avoir une gare. Nous avons dans le territoire d'Aubange 3 gares, mais plus spécifiquement Attu, la gare d'Attu est reconnue terminal CFL. Donc on sait que d'un côté, il y a un désinvestissement, mais de l'autre côté luxembourgeois, 2020, c'est la gratuité des transports en commun pour tous les travailleurs, ce qui va amener encore un afflux. Là, c'est bien, favoriser le transport en commun, c'est pour moi la meilleure façon de réduire le trafic automobile. On a parlé donc de complémentarité. Je pense qu'il faut aller vers le TEC pour essayer de coordonner les dessertes et d'en ajouter, de les faire coïncider avec les horaires de train. Alors, moi, j'ai d'autres pistes. C'est par exemple favoriser la mobilité douce. Si de notre côté, on n'a pas les moyens de fournir le transport gratuit, mais donc la mobilité douce, par exemple, dans une commune telle que la mienne, c'est essayer de rejoindre les gares. Donc justement, travailler sur l'axe domicile-travail. Et donc on a obtenu, dans le cadre d'un projet européen avec les pays voisins, le Grand-Duché et la France, on a obtenu le projet Interreg. C'est comme un investissement d'1,8 million avec chacun nos parts propres, mais pour la commune d'Aubange, avec les communes de Messancy, nous allons être reliés Messancy-Gare, Aubange-Gare, enfin Aubange-Attu,
plus précisément la gare d'Attu, pour rejoindre ensuite le Luxembourg, la gare de Redange, et la France, la gare de Longwy. Donc on doit, je pense, aller vers ce mécanisme de favoriser la mobilité douce. Et on dit, pour les communes, on a quand même des outils intéressants. J'espère qu'il y aura des projets qui vont sortir, donc avec le schéma cyclable. Alors une autre solution pour moi, en vous disant qu'il y a 66% de cette population active qui sont des travailleurs frontaliers, c'est vraiment essayer de développer aussi le télétravail. Je pense que c'est très important et qu'il faut travailler sur ça. Voilà, tout ce que je tenais à dire sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup, Véronique. Comme ça, on a fait un beau point sur la mobilité et aussi sur le travail. Et enfin, on va terminer une dernière thématique qui est importante, bien entendu, pour nous et pour le Parti socialiste, c'est la question des mutualités. On a avec nous Jacques de Villers, directeur de la mutualité socialiste du Luxembourg. Et qui, s'il te plaît, Jacques, peux-tu nous expliquer un peu plus, finalement, c'est quoi la problématique des mutualités actuellement en province du Luxembourg ? Merci Mélissa. Eh bien, la problématique, elle est extrêmement grave et touche particulièrement, comme tu l'as dit, le Luxembourg. Qu'est-ce qui se passe? Au début de la législature, en 2014, Maggie De Blok, la très libérale et très flamande Maggie De Blok, ministre de la Santé, avait un projet de réforme du fonctionnement et du rôle des mutualités en Belgique. C'était un document d'une soixantaine de pages. Et tout ce qu'elle a réussi à sortir en affaires courantes quelques semaines avant les élections, c'est un arrêté royal, donc qui n'est pas passé au Parlement, qui n'a même pas pu être soumis à nos députés, même de l'opposition, pour le critiquer, c'est de supprimer en Belgique toutes les mutualités de moins de 75 000 membres. Parce que 20% de notre population sont des personnes frontalières, donc qui travaillent principalement au Grand-Duché. Elle n'en tient pas compte. Or, ce sont des gens, des assurés sociaux, qui utilisent évidemment les circuits de santé comme n'importe quel Belge travaillant en Belgique. Et donc, il est tout à fait anormal d'exclure toute cette population de son comptage. Donc, suppression des mutualités de moins de 75 000 membres, qu'est-ce que ça veut dire pour le Luxembourg? Ça veut dire que toutes les trois mutualités de siège social luxembourgeois disparaissent au 30 juin 2020. Donc la mutualité chrétienne comme telle, la mutualité libérale et la mutualité socialiste de Luxembourg. À cela, nous disons, ça suffit, c'est stop. On ne parle pas ici de fabrique de coca. On est dans des corps sociaux qui sont très proches des gens et dont la mission principale, c'est d'aider les gens, et pas n'importe quel gens, les gens qui sont en difficulté. Des gens qui sont malades, des gens qui sont en incapacité de travail, des gens qui sont financièrement pénalisés, qui ont droit à des remboursements préférentiels. Pour tous ces gens, ce qui était important, c'est de développer la proximité. Nous avons 25, pour notre part, bâtiments répartis dans l'ensemble de la province. Pourquoi 25? Ça coûte plus cher, évidemment, d'entretenir 25 bâtiments pour une mutualité comme la nôtre. C'est pour être près des gens et assurer le contact le plus proche possible et le plus personnalisé possible. Que nous propose dès lors cette ministre ultralibérale? Elle considère en revanche que pour elle, seules les grosses mutualités, les gros ensembles ont un niveau de professionnalisme suffisant que pour subsister. C'est totalement hors réalité sociale, ce constat. Et d'ailleurs, elle est bien en peine de le justifier. Elle n'a aucun argument pour le dire, ni chiffré, ni objectif. Elle considère que c'est le fruit d'une discussion et d'un consensus avec les unions nationales en Belgique. Je rappelle notamment que pour la mutualité chrétienne, 60% de sa population se situe en France, et vous aurez compris, l'ensemble des mutualités qui sont concernées sont quasi toutes situées en Wallonie. Quels sont les avantages pour toi d'avoir des petites mutualités? C'est la proximité. Oui. Essentiellement. On peut rapporter ça à d'autres secteurs, comme le secteur bancaire, le secteur postal, où on a aussi agrégé des petits ensembles de proximité, au détriment de l'assuré social, évidemment. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on supprimera les petites mutualités? Eh bien, les centres de décision seront exportés hors province, où ce sont les représentations les plus importantes, c'est-à-dire les représentations urbaines, comme Liège, Charleroi, voire Namur, qui auront tout à dire et qui imposeront aux luxembourgeois tout le panel des services et des avantages complémentaires que aujourd'hui la mutualité socialiste en Luxembourg et les autres mutualités provinciales peuvent calibrer sur les besoins de la population luxembourgeoise. C'est ça qui va disparaître. Et en matière de cotisation, est-ce qu'il risque d'avoir des changements pour les affiliés? En ce qui nous concerne, nous avons aujourd'hui à 9 € par mois, à
titulaire, la cotisation la moins chère de toute la Wallonie, en tout cas au niveau socialiste, et la moins chère de tout le Luxembourg, toutes mutualités confondues. On prévoit pour ces gros ensembles des cotisations qui vont s'envoler jusqu'à 14, 15, voire 16 euros. Voilà, donc, je pense que j'ai répondu très clairement. Pour le citoyen luxembourgeois, ça va être du jour au lendemain 5-6 euros par mois à dépenser. Et tout le monde sait, en tout cas particulièrement le Parti socialiste, combien pour certaines personnes c'est difficile. Bien sûr. Et quelles sont les perspectives maintenant pour la mutualité socialiste? Il y a un cadre d'action. Nous, on a soutenu notamment une pétition qui tourne. Pour toi, quel est le cadre d'action maintenant pour pouvoir soutenir la mutualité et le service de proximité? Donc la ministre a jugé utile de faire paraître son arrêté royal en affaires courantes. Bon, on peut s'interroger sur le bien fondé, en tout cas juridique, de cela. Cet arrêté sera évidemment contesté par nous dans les jours qui viennent au Conseil d'État. Nos avocats y travaillent d'arrache-pied. Nous espérons, nous avons en tout cas de bons arguments pour essayer d'annuler cet arrêté royal. Alors, à partir de là, si nous gagnons, il y aura le 26 mai prochain de nouvelles élections, où évidemment on sera très dépendant du monde politique qui demain aura à gouverner ce pays, que ce soit en région wallonne et au niveau fédéral. Et pour nous, il est hors de question que ce gouvernement suédois soit reconduit, auquel cas ce sera, je pense, la messe sera dite, la fin des mutualités, et aussi on nous annonce aussi une attaque frontale contre l'allocation du chômage par les syndicats. Donc ce seront les suivants. Donc il est hors de question pour nous que ce gouvernement soit réédité. Nous appelons tout le monde à se ressaisir, en particulier la population, pour voter à gauche, empêcher que cela se passe, sinon la catastrophe va continuer. Et donc nous nous activons sur le terrain. Nous avons organisé une pétition que nous allons évidemment présenter au prochain gouvernement dès qu'il sera en place, pour essayer d'empêcher que cet arrêté royal puisse prendre ses effets. Très bien, merci pour cette bonne intervention. Je pense que ça fait aussi un peu guise de conclusion, parce qu'on remarque ici dans les différentes interventions des travailleurs et de retour de terrain que la ruralité, la province de Luxembourg se doit d'être défendue dans ces domaines d'expertise, dans ces services de proximité, pour le service de tous les citoyens, pour le service de chaque citoyen, peu importe d'où il vient et son origine sociale. Donc je remercie chacun d'être intervenu, d'avoir répondu présent à l'invitation, et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Pour les habitants de la province de Luxembourg, la protection de l'environnement est une cause naturelle. Lutter contre la déforestation et limiter l'étalement urbain sont des revendications du Parti socialiste. La nature préservée en territoire luxembourgeois attire bien entendu de nombreux touristes. Il est important pour nous de soutenir et d'investir ce secteur du tourisme durable, générateur d'emplois non délocalisables. Les services provinciaux de la bibliothèque sont essentiels à mes yeux, parce qu'en effet, c'est grâce à la province et à l'institution provinciale qu'on peut avoir un service de livres dans nos bibliothèques communales aussi, pour qu'elles soient alimentées en livres. Et c'est aussi une garantie d'un service de proximité, d'avoir accès à la culture au niveau local. Et ça, c'est dû à l'institution provinciale, et j'en suis très fière. Nous sommes ici sur le site de Novalis, dans un cadre verdoyant. Philippe, tu peux nous expliquer ce qu'est le CER? Le CER, le Centre d'économie rurale, qui est bien connu en province de Luxembourg, qui a beaucoup travaillé avec les agriculteurs, s'est développé au fil des années, offrant des services de plus en plus performants. Ça permet aussi pas mal d'emplois en Luxembourg, plus de 170 emplois, avec d'autres perspectives pour demain, avec des travaux importants sur la santé, sur les biotechnologies, sur l'agri-développement. Donc c'est porteur, c'est l'avenir, et ça c'est souvent en province de Luxembourg, grâce à notre province de Luxembourg. Nous sommes ici devant la gare de Marlois. C'est un lieu symbolique bien choisi, parce que la mobilité pour les socialistes est une thématique absolument essentielle. Lorsque l'on veut avancer pour l'environnement, on doit fournir aux citoyens des alternatives possibles. On ne peut demander à un luxembourgeois d'aller travailler ou d'aller étudier sans voiture si une alternative en matière de mobilité n'existe pas. Du coup, pour les socialistes, investir dans les services publics, dans la mobilité ferroviaire et assurer des correspondances cohérentes avec les autres formes de transport en commun, c'est absolument essentiel.
Quand on parle de déplacement, de mobilité, il s'agit de permettre à un plus grand nombre de pouvoir bénéficier des transports en commun. Et donc nous voulons au Parti socialiste un plan d'aménagement pour l'accessibilité aux gares, l'accessibilité aux quais pour les personnes à mobilité réduite. Alors Philippe, peux-tu nous dire un mot sur les IMP de la province? Le Parti socialiste veut qu'on développe les institutions au bénéfice des personnes qui connaissent le handicap. La province a déjà suppléé à la communauté française avec de belles institutions qui font la renommée de notre province en Wallonie. Mais nous allons poursuivre l'effort. Nous voulons aller plus loin et notamment, il manque un enseignement spécialisé au centre de la province, au niveau secondaire, et nous allons le réaliser prochainement. Refinancer la justice est une nécessité absolue. La réinvestir nous permettra d'assurer un service de proximité de manière optimale. Retrouvez-moi le 4 mai dès 11h en direct pour parler de nos projets et de notre programme. À bientôt!